Ici. Donne la parole. Bon, vendredi, j'ai appelé ma sœurette, la petite dernière. Pourquoi elle? J'ai téléphoné par ordre de naissance, les deux autres ne m'ont pas répondu. Je voulais que mes frangines me fassent un retour constructif sur mes émissions. Alors, je n'ai pas été déçue du voyage. Ouais, continue, c'est bien. Bon, en vrai, elle a pas du tout cette voix de pouf, hein. Mais bon, j'aimais bien. Merci pour tes encouragements. J'en avais besoin. Bah ouais, il y a des jours, honnêtement, je me dis, mais à quoi bon tout cela? Magid et Alibi sont super sympas de m'accueillir, mais franchement, je sais très bien que c'est pas moi qui va faire exploser les stats de la chaîne avec mes émissions. Dans une société de zapping où une minute c'est déjà trop long, mais alors franchement, qui va écouter la voix de Calliope avec 20, 30 ou 40 minutes d'émission? Mais qui dis-le moi. Non, mais moi j'aime bien le choix de tes invités, hein. C'est varié, hein. Ils sont super intéressants, hein. Ils maîtrisent le sujet. Ouais, c'est vrai, ça j'interroge mes invités sur leur zone de génie, ça se ressent. C'est vrai qu'ils sont pas mal. Ouais, j'adore aussi ton texte d'introduction. Il est à la fois léger, mais profond, mais ah ouais, parce qu'il y a toujours un mais. Bon, comment te dire ça sans te vexer? Bon, bah je sais déjà que ça va me vexer. La manière de présenter, elle est parfaite si tu es une journaliste en train de lire sa chronique sur un prompteur pour un média mainstream. Là, c'est super. Si tu veux t'entraîner pour remplacer Léa Salamé, vas-y, continue, ça peut le faire. Bah, c'est cool ça en même temps. Journaliste, c'est un peu mon métier, non? Il est où le problème? Ouais, tu articules bien, mais c'est pas toi. Comment ça, c'est pas moi? Tu veux que ce soit qui d'autre? Elle est bizarre ta phrase. Ouais, je sais pas, tu devrais lire ton texte comme si tu le racontais dans le salon. Bah, t'es marrante dans le salon. Moi, j'ai un gros chandail sur moi, j'ai un plaid sur mes jambes, j'ai mes gros chaussons moumoute, je bois une DSP ou un verre de vin, je parle vite, je parle fort, je bafouille, je mange les mots, ça part dans tous les sens. Bah ouais, justement, t'es bien plus qu'une voix. Quand tu me parles et qu'on est qu'entre nous, tu ne passes pas que des messages. T'es un peu comme une comédienne. Bah, comment ça, comme une comédienne? Je suis pas une mytho, moi. Non, bah t'énerve pas, tu comprends pas ce que je veux dire. T'arrives à nous faire passer des émotions, quoi. Avoue, même quand tu nous racontes tes petits malheurs, ça nous fait rire. Ouais, je sais, très sympa d'ailleurs de votre part, les frangines. Non, mais avoue, ta vie, elle est trop drôle. Tu sais, quand tu postules à des castings et qu'on prend jamais, sauf s'ils cherchent une automobiliste, les directeurs de casting sont plus intéressés par ton Xan, X-Trail que par toi. Avoue, c'est trop drôle. Et même l'autre fois, ta voiture, elle a été recalée comme toi. Quand tu nous l'as raconté, on était MDR. Ouais, merci Sorette de me rappeler que j'ai une vie de loseuse. Alors vraiment merci. Tu m'as bien remonté le moral. Trop sympa. J'ai bien fait de t'appeler un vendredi soir. Maintenant, j'hésite entre aller danser ou sauter du balcon. Merci. Non, mais tu le fais exprès ou quoi? Ta joie, mais aussi ton enthousiasme, ton désespoir, tes doutes, bref, toute cette palette d'émotions que tu as quand tu nous parles, ça donne de la force et de la puissance à tes messages. Je raccroche, perplexe. Je réalise que je suis montée à l'envers. Oui, certaines personnes jouent la comédie sur scène et sont sérieux dans la vraie vie. Moi, je suis trop sérieuse face caméra, mais peut-être un poil comédienne dans mon quotidien, car j'imagine que cela me permet d'être actrice de ma vie. C'est tout un art de prendre la parole. C'est aussi tout un art de se taire. Il est vrai, c'est plus difficile pour moi. Mais ces dernières semaines, j'ai également appris que le silence était parfois bien plus bavard que mes mots et que des messages bien plus puissants pouvaient en découler. Aujourd'hui, dans l'émission La Voix de Calliope, on va parler de communication. Comment parler vrai, être authentique, être soi-même pour mieux être en relation avec les autres. Bref, bien communiquer, ça s'apprend. C'est ce à quoi s'emploie mon invitée, Alexandra Cartet. Bonjour Alexandra. Bonjour Calliope. Alors, il va falloir que je reprenne mon souffle avec ton CV super impressionnant. Le tien, il fait 3 pages. Le mien, il tient sur une petite feuille à 4. Tu es comédienne de formation, metteur en scène de cœur pour la transmission d'une langue non verbale, autrice par amour des mots, directrice artistique et pédagogique de la compagnie Acalade, professeure de théâtre et d'improvisation au cours Florent. C'est ça.
s'il est important que je présente ton parcours pro, je ne vais pas l'évoquer aujourd'hui avec toi, vraiment ta carrière artistique. Je vais te recevoir en revanche sur le plateau d'Art Top TV dans quelques semaines avec ton mari David Carrel, également comédien et professeur de théâtre. Mais je t'ai invité, Alexandra, aujourd'hui pour mettre en lumière ton activité de formatrice, coach et pédagogue spécialisée dans la communication. Donc, ma première question, tu as souhaité mettre les outils du théâtre au service de la communication, mais pour toi, c'est quoi la communication? Pour moi, la communication, c'est l'interaction, surtout, c'est-à-dire comment j'interagis avec les autres. Tu parlais très bien de mots et de silence, mais en fait, tout ça, ça rentre pour moi dans la communication. Et pourquoi les outils du théâtre au service de la communication? Parce qu'au théâtre, en fait, on apprend à parler, à articuler, à respirer. On apprend aussi à se regarder. C'est fondamental dans le fait de communiquer pour moi. Euh, et pour moi, la communication, c'est tout ça. C'est tout ce qu'on dit et tout ce qu'on ne dit pas. D'accord. Ok. Mm. Et donc, à partir de ça, tu t'es dit que tu pouvais mettre tes outils de la communication en fait au service des autres. J'ai lu aussi que tu disais la communication, c'est entraîner sa curiosité à découvrir l'autre, mais pour cela, il ne faut pas en avoir peur. Alors, pourquoi on en a peur en fait, et comment dépasser cette peur? Comment dépasser la peur d'entrer en lien avec l'autre, c'est ça? Ouais, ouais. Euh, Et donc de communiquer avec l'autre oui, derrière. bah, bien sûr. C'est-à-dire que, et là, pour moi, on parle beaucoup de non-verbal. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je suis assise à côté de toi et que je boude, bah, tu vas te raconter plein de choses dans ta tête parce que tu vas te dire, en fait, elle a pas envie d'être là, ça l'intéresse pas, elle écoute pas, c'est pas le bon moment pour elle. Et tout ça, c'est notre petit hamster interne qui se raconte des histoires. Mmh. Euh, et donc tout ça, faut savoir le regarder, le voir et l'apprécier sans forcément le prendre pour soi. Et Mmh. même ne jamais le prendre pour soi de toute façon. Ok. Donc là, je suis en train de me perdre parce que je te dis ça, mais je ne sais plus où je voulais Non, en... mais oui, ce que là, tu évoquais ce que j'avais lu. En fait, la parole était un symptôme. Tu vois, il y a Oui, l'idée de ça, en oui, fait, c'est là. ça. Ça, c'est peut-être en tout cas important. Voilà, tu as envie de poser les bases par rapport Oui. à ça. Mm. Ne pas le prendre pour toi, en fait. C'est ça. Ne jamais prendre les choses. Tout ce qu'on va lire de l'autre dans son non-verbal, ne pas le prendre pour soi. C'est-à-dire que ce n'est pas ma faute. Mm. C'est moi qui vais. Je prends toujours cet exemple de. Moi, je fais tous mes trajets à vélo. Donc, je suis sur ma petite bicyclette avec mon petit casque pour la sécurité, n'est-ce pas? Et en fait, des fois, bah, je traverse. Alors, je ne grille pas les feux, mais parfois, il y a une voiture qui va s'énerver, qui va me klaxonner, qui va. Alors, on m'insulte assez rarement finalement, mais dans ces cas-là, il y a quelques années, enfin il y a 15-20 ans, je le prenais pour moi en me disant oh là là, c'est horrible, j'ai fait quelque chose de mal et tout. Et aujourd'hui, je me dis qu'est-ce que ça me raconte en fait de cette personne? Le fait qu'elle me hurle dessus, bah c'est juste peut-être qu'elle a eu peur, peut-être qu'elle est en retard, peut-être que etc etc. Et juste quand j'ai commencé à comprendre ça dans ma vie, ça m'a tellement Ah. aidé. Ça t'a libéré, en fait. Ah bah complètement. En fait, c'est comme si t'as rien à voir dans l'équation. C'est un peu ça que tu veux dire, en fait? T'es un déclencheur. Exactement. T'es un déclencheur. Tu déclenches tout. Enfin, t'es un déclencheur dans cette interaction qui n'est même pas Ouais, encore verbale finalement. c'est vrai. Et quand tu commences à comprendre ça, à te dire attends, ok, là, bon là on parle de voiture, mais Oui. ça marche ça pour tout. C'est-à-dire que Bah, dans des si relations, je vais dire amoureuses ou professionnelles, tu vois, là où il y a des attentes. oui, Je prends là où il y a deux, des attentes, ces des deux enjeux, situations. dès qu'il y a de l'enjeu, dès qu'il y a des choses comme ça, moi je vais être sur une sphère très émotionnelle, c'est-à-dire que je vais dire oh, ça va me stresser, ça va me faire peur, je vais me dire ah, il est en colère, c'est ma faute, ah, alors que tout ça, ça raconte quelque chose de l'histoire. Alors pas de l'histoire, je parle pas de psychologie, hein. Ça raconte quelque chose de l'autre à ce moment-là, et à moi de venir le décrypter pour trouver le meilleur moyen, la meilleure façon de communiquer avec cette personne, que ce soit en non verbal ou en verbal. Ok. Ouais. Et donc là, il y a des exercices. Là, si on rentre déjà dans le vif du sujet, concrètement, en fait, une fois que, bon, déjà, il y a cette prise de conscience, en fait. Voilà, je suis Mm. un déclencheur de quelque chose. La deuxième étape, du coup, on arrive à rentrer plus facilement en communication avec l'autre. Oui. Ouais. Des exercices, oui. Alors, moi, ce que je dis souvent aux personnes que je forme ou aux personnes que j'accompagne, c'est déjà le premier exercice, c'est déjà de se dire, attends, qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là? Mmh. Qu'est-ce que ça me fait? Et souvent, on répond à cette injonction d'aller vite, d'aller fort, de tout de suite prendre le lead, de passer au-dessus de la personne, d'avoir le pouvoir. Et souvent, on se dit, alors respirez, regardez ce qui se passe, qu'est-ce que ça vous fait à vous?
et de l'accueillir et de se dire alors là en fait je sens bien que ça me panique, je sens bien que mon cœur bat plus vite et se dire ok ça bat plus vite, ok qu'est-ce que ça me fait, pourquoi je ressens ça, j'ai peur, de quoi j'ai peur, bah, en fait j'ai peur peut-être de déplaire à cette personne, j'ai peur peut-être qu'elle se raconte ça et tout de suite je vais recartographier tout ce qui se passe entre nous deux et me dire ah là en fait j'ai peur parce que j'ai peur qu'elle soit déçue et dans ces cas-là je vais me dire ah bah si j'ai peur de ça peut-être que je vais verbalement reclarifier les enjeux partagés à ce moment précis et puis, pouf, tout va dégonfler. Toute cette bulle d'émotion là qui commence à m'envahir, et Ouais. ben je vais réussir à la dégonfler. Donc en fait, si je résume, en fait, à la base, la communication dans la tête des gens, ça repose déjà sur un rapport de force, un rapport de pouvoir. Ah, moi, je trouve que ça Ah, repose beaucoup sur un rapport de force. et pas que dans le contexte professionnel, hein. Non, dans tous les contextes, il faut que j'ai le dernier mot. C'est Ouais, des c'est injonctions vrai, en fait. On se c'est dit vrai. tu existes. Mm, Si c'est toi qui as raison, si c'est toi qu'on écoute, mm, si c'est toi qu'on regarde. Et, euh, et en fait, tout ça, c'est des choses qu'on peut apprendre à déconstruire si on en souffre, si c'est quelque chose de problématique. Si ça n'est pas problématique et que ça roule, il n'y a pas de sujet. oui. Mais Mm, oui, le rapport de force pour moi est vraiment quelque chose. Mais dans tous mes accompagnements, on en parle à un moment donné. Parce qu'on se dit, mais si là, à ce moment-là, je ne m'énerve pas, je prends pas la parole plus fort, on va dire que je suis nulle et que ma parole n'a pas d'intérêt. Je dis, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et dans mm. ces cas-là, la personne va dérouler en fait son fil de croyances, finalement, de dire, bah, si je suis pas plus forte, du coup, je n'existe pas. Oui, parce que c'est exactement ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que on a peur de pas exister en fait si on ne prend pas la parole en fait, c'est ça? C'est ça. Ça peut Ok. être ça souvent. J'ai peur de et donc du coup on se construit un truc de dire ah non mais moi je suis timide, mais moi j'ose pas. Non mais attends moi quand je suis devant toutes ces personnes, tous mes N+2, N+3, N+4, N+12, N+1000, je me dis mais pourquoi je j'ai rien à dire parce que je suis pas légitime. Mm, Et en fait quand on commence à déconstruire tout ça si je dois prendre la parole, si j'ai quelque chose à dire, forcément que ça a de la valeur puisque c'est moi qui le dis. Et mm. puis si je suis dans cette équation de relation de communication, bah forcément que j'ai de l'intérêt à le dire, puisque on attend de moi que je sois à ma place de communicant sur ce sujet-là. Mmh. Non, je ne sais pas tout, évidemment, personne ne sait tout. Mmh. Et la première chose que je sais, c'est peut-être que je ne sais pas grand-chose, mais déjà, je vais le dire. Mmh. Et puis, je vais le dire avec ma couleur, avec qui je suis. Et puis, Ouais, avec mon expertise à moi, mon domaine, mes voilà, compétences, exactement. Mon je suis authenticité. légitime dans ce que je suis dans mon rôle, voilà. Après, la légitimité, c'est même un autre sujet. Ouais. Alors justement pour rentrer dans le vif du sujet, donc tu proposes au sein des entreprises, en fait, surtout des entreprises, hein, j'imagine, Mm. des formations. Alors j'ai vu, elles sont quand même la thématique est multiple. Ça peut être la prise de parole, la conduite au changement, la gestion des conflits, Oui. la posture managériale, la cohésion d'équipe. Moi, quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, c'est quoi l'objectif commun derrière tout cela? Comment y parvenir? Il y a un fil rouge derrière tout ça, derrière toute cette grande Oui. thématique, ces thématiques proposées. Pour moi, le fil rouge, alors, la communication est un fil rouge à tout ça, de toute façon. Et en fait, pour moi, le fil rouge, c'est retrouver sa place. Retrouver sa place à soi dans toutes ces thématiques-là, parce que dans le conflit, c'est comment je retrouve ma place dans le conflit, parce que dans le conflit, on est souvent dans un rapport de force. Dans la conduite du changement, c'est-à-dire que le changement va être ça nous impacte beaucoup le changement, ça nous fait très peur. C'est tout à fait normal, c'est la chose la pire pour un être humain, c'est Ah le oui, changement. sortir de sa zone de Ah bah confort. Ouais. exactement. Même si elle est douloureuse, inconfortable. C'est ça, c'est Ouais. ça. On a créé un cadre Mm. on s'est créé un cadre de référence qui fait qu'on arrive à fonctionner dans notre vie. Ouais, avec Et un peu puis de le déni changement. parfois. Et en fait, le changement vient impacter ce cadre de référence qui fait que, moi, ça me panique Ouais. totalement. Mm. Et donc, le fil conducteur, ce serait même ça aussi, ce serait la gestion de ses émotions. Parce que si je commence à bien gérer mes émotions dans tout ça, que j'arrive à bien communiquer, à me remettre à la juste place, j'ai envie de dire de se mettre dans pour moi, mon rapport au monde, c'est 50%, 50%. C'est-à-dire que le monde va avoir un impact sur moi. Le monde, ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une situation. Donc cette situation va venir m'impacter. Et moi, j'ai 50% dans si on imaginait qu'on partageait 100% de cette relation à deux. Mm. Moi, je vais avoir 50% d'action là-dedans. Et ce qui m'intéresse, c'est que chacun réussisse à investir ses 50% à lui, à elle, dans cette interaction-là. Mm. C'est ça, en fait, la Donc, pierre en fait, angulaire. on arrête en fait ce rapport de force et on retrouve un équilibre 50-50. Ouais, exactement. Ok. Pour juste être à sa bonne place et
déjà, ça va venir réguler toutes les émotions parce que je vais me dire, attends, là, il se passe ça dans cette interaction. Qu'est-ce que ça raconte de moi, ma réaction face à cette interaction? Qu'est-ce que ça raconte de l'autre? On vient le décrypter, on vient le comprendre. On respire un coup et ensuite on arrive à communiquer. Donc en fait, la parole n'est même pas encore présente, elle arrive après. Alors justement, tu parles de respirer. Moi, j'aimerais bien qu'on partage après nos auditeurs. T'as un petit truc, astuce déjà, toi? Quels exercices tu proposes de manière très concrète? Parce que j'imagine que tu exposes tout ça de manière également théorique dans tes formations. Prise de conscience, elle est nécessaire au départ, pardon, pour amorcer un changement. Mais après, il faut le mettre en pratique tout ça, donc, concrètement. Oui, concrètement, alors, individuellement, un exercice que je trouve, on parle de respiration, que je trouve très fort et très puissant, c'est la respiration. C'est la cohérence cardiaque, en fait. Il y en a plein, on en a plein. T'as plein d'applications, t'as des vidéos YouTube, t'as plein de choses. Et ça, en fait, ça vient détendre le mental et détendre le cœur. Et je trouve que c'est hyper puissant. Et moi, ce que je propose en général, je dis aux gens, vous prenez 5 minutes que vous cadrez, que vous calibrez dans votre agenda. Il y a votre téléphone qui sonne 3 fois par jour, matin, midi, soir. Ah ouais. Vous le faites 2 semaines. Vous respirez 5 minutes. Au début, vous allez vous dire, mais pourquoi je fais ça? Et petit à petit, vous allez avoir en fait tout l'impact que ça a dans la journée, dans la régulation émotionnelle, dans la régulation du stress. Je trouve que c'est hyper puissant. Mais écoute, ça me rappelle une des invitées que j'ai reçues il y a pas longtemps, Flavie Leblanc, qui est sophrologue et qui avait exactement les mêmes conseils que toi pour amener à prendre du recul par rapport aux situations. La respiration. Ouais. Et puis même, moi je trouve que c'est, je remets mon casque, je trouve que c'est très puissant parce qu'on vient même plus travailler sur se dire attends maintenant je vais me détendre, je vais prendre de la hauteur, c'est-à-dire que le cerveau se met en automatique. Il se met en automatique de régulation. Alors, et ça, je trouve ça génial. Et quand je vais travailler sur du collectif, je vais faire je vais proposer ça. On va toujours respirer tous ensemble à un moment donné dans la formation, tous ensemble et individuellement, bien sûr. Et je vais venir en fait mettre les gens en situation de stress avec des petits exercices. Ah oui. Tu es en situation de stress. Ouais, mais alors c'est très bienveillant. Juste, en fait, de venir en fait dans les exercices que je vais leur faire, de venir les mettre dans cette situation qui est plus puissante que nous, qui est cette situation de stress, pour venir prendre conscience on se met naturellement en situation de stress. Enfin, le stress, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone. C'est un comment on appelle ça? C'est comme le petit clignotant qui arrive sur notre tableau de bord en voiture, qui nous dit il y a un petit problème. En fait, c'est la même chose pour moi, le stress. C'est-à-dire que ça vient nous mettre en alerte parce qu'il faut qu'on réagisse à quelque chose. Et nous, souvent, on a tendance à réagir à l'alerte, à se dire alerte, 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 au lieu de se dire ok, il y a quelque chose qui se passe sur laquelle j'ai un pouvoir. Ça va être quoi mon pouvoir? Ça va déjà être de voir quel est le problème et de me dire qu'est-ce que je peux faire face à ce problème pour le réguler. Tout simplement. Ok. Donc le fait de poser en fait un contexte de stress dans un cadre bienveillant, ça permet comme ça au cerveau, au corps de... C'est ça, ça vient permettre au cerveau, le grand ordinateur, moi je dis souvent le cerveau est un grand ordinateur qu'on vient paramétrer en fait, on vient refaire des mises à jour, on vient le paramétrer pour qu'il réagisse peut-être différemment. Alors attention, hein, ça se fait pas comme ça, mais on va le faire petit à petit. On va faire. Moi, quand je sais quand on fait des exercices avec des groupes, avec des personnes en individuel, en coaching par exemple, on va venir faire des exercices qu'on va venir ancrer dans une temporalité plus longue, de façon à ce que le cerveau l'intègre et que ça devienne un nouvel automatisme, une nouvelle référence en fait, un nouveau référentiel. Oui, on muscle tout ça en fait. Ah ouais, moi je dis souvent, c'est de la musculation. Ah, c'est tout ça. C'est de la musculation. Et d'ailleurs, c'était sans trop transpirer. D'ailleurs, un jour, pour la petite anecdote, j'avais communiqué sur un stage que je faisais de prise de parole. Je l'avais appelé Balance ta phrase, stage d'éloquence. Et j'avais mis des petites personnes qui soulevaient des haltères et quelqu'un m'avait appelé en me disant, ça veut dire qu'on va faire de la musculation? Et j'avais dit, alors non, on va pas faire de musculation. Néanmoins, c'est de la musculation. C'est comme, on veut courir un marathon, c'est pas en une fraction de seconde à dire, non, mais c'est bon, je vais y penser très fort et puis je vais courir 42 km 195. Non, je vais courir petit à petit. Et puis, je vais le faire toutes les semaines. Et puis, comme ça va tu parlais de zone de confort, ça va élargir ma zone de confort. Voilà. Alors moi, j'aimerais quand même comprendre justement
Tu vois, alors, j'imagine qu'il y a plein d'autres coachs qui proposent ces formations-là. Toi, tu as quand même une signature particulière, singulière, c'est de par ton parcours artistique. Qu'est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que tu as compris dans ton parcours qu'en fait tu vois, que tu veux relayer aujourd'hui dans la communication? C'est pas neutre en Non, fait. non, non, mais tu as raison, ce n'est pas neutre. Et je me pose Non, la mais j'ai question en raison. même temps que toi. Ah, d'accord. Non, parce que c'est Séance tellement, psy. maintenant c'est tellement infusé que je me dis, Ah, alors, bon, ouais, en l'occurrence, moi j'accompagne beaucoup d'élèves au cours Florent qui veulent devenir comédiens professionnels. oui. Et nous, on travaille évidemment sur c'est quoi jouer, c'est quoi être authentique, c'est quoi Oui, c'est quoi être authentique c'est et jouer quoi, vrai en fait? voilà, jouer vrai, c'est quoi regarder quelqu'un, c'est quoi me sourcer dans ce que lui va me donner, dans son énergie, dans son verbal, dans son non-verbal. Et tout ça, en fait, forcément, ça vient me calibrer ma façon de travailler en accompagnement individuel, parce que pour eux, ça coule dans leur veine professionnelle. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir communiquer entre eux pour que nous, derrière, on croit que ce sont des personnages, qu'on croit qu'ils sont en Ouais. train de nous raconter une histoire. Ouais. Et en fait, moi, je sais que j'extirpe beaucoup euh, d'exercices que je vais leur faire traverser sur le plateau et je vais les transposer dans mes accompagnements individuels qui vont être par exemple en communication quand on parle à quelqu'un je vais leur dire déjà vous allez vous regarder tout simplement et déjà se regarder c'est un pas énorme parce qu'on Hmm. se rend compte qu'en communication on va se dire quand on se parle on va se dire tiens Wally tu pourrais faire ça s'il te plaît mais en fait à aucun moment je t'ai regardé Ouais, ouais. donc ça va être le début Hmm. ça va être un début chaotant de notre relation. C'est créer du lien, une connexion en fait, ce que tu me dis. Quand on se C'est ça, regarde, déjà on exactement. crée une connexion. Créer une connexion, créer un lien, parce que c'est la condition sine qua non à Hmm. une communication. Parce que si je ne fais pas de lien avec toi, il y a plein d'informations que je ne vais pas capter. C'est-à-dire Hmm. que si je ne te vois pas, je ne te regarde pas, je ne vois pas dans quel état tu es, je ne vois pas comment tu me regardes, je ne vais pas. Il me manque une information. C'est comme si j'avais les yeux fermés et que tu me demandais d'écrire un tableau. Mais alors, tu sais ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai envie de te dire, il y a une frange de la population qui est naturellement plus empathique pour laquelle ça c'est naturel, Hmm. puis il y a l'autre. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, l'empathie, pour moi, dans la communication, est fondamentale. Ah oui. Mais l'empathie, ça peut s'apprendre. Au sens où, si tu n'as jamais l'habitude de regarder les gens, de te poser, de déjà, ne serait-ce que ça, et ben en fait, naturellement, on va venir engrammer le cerveau et dire, ben maintenant, tu vas le faire. Et on va me dire, oh non, mais attends, Alexandra, mais non, mais j'ai pas le temps de faire ça. Je dis, ok, t'as pas le temps, je comprends, parce que tu as beaucoup de choses à faire dans ton job, dans ton poste, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu vas y gagner? Ah bah alors peut-être que je vais y gagner le fait d'avoir une information que je n'avais pas avant qui va me faire gagner du temps Mm. sur mes enjeux et sur comment je vais devoir manager cette personne, par exemple, l'accompagner. Mm. Tout ça, c'est que du temps à gagner. Mm. Si je me pose avec quelqu'un et juste que je prends le temps de le regarder, mais ça dure, là on s'en parle comme si ça ne doit pas durer 10 secondes, 20 secondes, une minute. Au début, oui, parce que je vais me dire, attends, qu'est-ce que je comprends de ce qu'elle est en train de faire Mm. Eh ben, ça va me faire gagner du temps sur tout. Y compris la gestion des conflits qu'on peut Ah bah éviter, oui, donc complètement. et La comme le temps gestion c'est de des... l'argent. Mais tout ça, parce que la gestion des conflits, en fait, Au sein des entreprises, soit déjà que oui, ouais, au c'est sein un gros ou même morceau. dans la vie, Oui. il sait qu'il y a eu 50% d'incompréhension. Enfin, 50%, je dis n'importe quoi, c'est pas 50%. Il y a eu une base d'incompréhension. Mm. Incompréhension que j'aurais pu éviter si j'avais été à l'écoute. Et à l'écoute, c'est pas être à l'écoute qu'avec ses oreilles, c'est être à l'écoute avec ses yeux et avec son ressenti. Bah, c'est ce que j'avais appris au cours d'une de mes formations PNL. 90% de la communication est non verbale. Exactement. On a envie de se taire. On a envie de se taire et de se regarder et de se dire. Mais ça, on le sait. Enfin, je veux dire, par exemple, quand tu as quelqu'un devant toi qui prend la parole, par exemple, s'il y a quelqu'un qui fait une conférence et que cette personne n'est pas du tout, n'est pas à l'aise, ça peut arriver et on est en empathie totale avec elle parce que c'est très dur de prendre la parole devant Oui. tout le monde. Et bien, en fait, tout ce qu'elle va faire va me raconter beaucoup plus de choses que ce qu'elle va dire. Parce que moi, mon regard va être happé par comment elle se tient, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle me raconte. Voilà. Donc 90% est non-verbal. Ouais, ouais. Donc ça. On a envie de se taire. Ou alors on a envie de se taire avant de parler, avant de mieux parler. Bah, c'est ça, en même temps, ce que tu proposes. Respirer, regarder et Exactement. déjà, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, ce que j'ai lu, ça, j'aimerais bien que tu approfondisses un petit peu. Ça revient peu, enfin, peut-être que tu l'as déjà exposé avant. Tu es formatrice au développement des soft skills. Ouais.
Mais ça, c'est quoi ce truc-là? Alors moi, je suis très nulle in English, Alors. donc déjà, faut que tu me le traduises. Les soft skills, c'est les compétences douces, opposées aux compétences dures. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les compétences dures, ça va être les compétences techniques. C'est-à-dire que quand tu as un métier, eh bien, tu sais, si tu es, j'ai envie de parler d'un métier technique, si tu es financier, eh ben, tu sais faire des tableaux Excel. C'est ta base, tu sais faire. Ouais, moi je sais pas faire. Tu vois. Ou alors quand tu es journaliste, tu sais poser des questions. Ça, je sais à peu près faire. En fait, il y a toute une base de compétences que tu apprends à l'école. Ouais. Et la compétence douce, c'est la compétence que tu peux apprendre à l'école, mais que tu apprends surtout humainement. Ça va être comment j'apprends à écouter, comment j'apprends à parler, comment j'apprends à être empathique, comment j'apprends à être agile, comment j'apprends à être disponible. C'est tout ça. Et en fait, ça s'apprend parce qu'on pourrait dire ce sont des dons naturels. On l'a pas. Il y a une espèce de savoir-être. Ça s'apprend. Alors il y a du savoir-être qui Bien va sûr. découler de ton éducation, Mmh. de qui tu es. Mmh. Et il y a ce savoir-être que tu vas apprendre à développer parce que des fois tu n'as pas le choix d'apprendre à le développer. Si tu gères des équipes, si tu gères une famille, Exactement ce que j'allais dire. il faut que tu apprennes à te dire mais comment en fait je fais pour rester Ouais. à l'écoute? Mmh. Comment est-ce que je fais pour me rendre disponible? Et pareil, ça va être des petits exercices. J'ai un cheveu dans la bouche. Ça va être des petits exercices que tu vas par exemple, j'ai un truc qui me vient, comment je vais apprendre à être disponible. C'est-à-dire que ce soit sans sacrifier. Sans sacrifier. Ah bah non, ah bah surtout pas. Il ne faut jamais se sacrifier. Parce que quand même, moi, mon objectif, c'est qu'on soit quand même complètement congruent et complètement à notre place. Donc on est complètement notre, moi je parle de bulle, que ce soit ma bulle et que personne ne vienne l'enfoncer et vienne comme un ballon, la péter quoi. Non, ça c'est fondamental. C'est la base à toute chose. Si moi je ne suis pas dans ma bulle et je ne suis pas bien, ah bah ça m'est très compliqué d'être en lien avec les autres. C'est très dur. Et être disponible, ça va être déjà moi je vais être disponible à moi-même. Déjà. Sans être égoïste. Hein. Ça n'a rien à voir. Ouais, ça c'est un petit peu, tu vois, les femmes, on a un peu plus de mal nous avec ça. Hein. Ah bah parce que nous, on doit être au four et au moulin, on doit être partout, on a 14 métiers en même temps. On est parti dans un débat féministe là, je sais. Et en fait, voilà, je reviens sur mon idée de disponibilité, mais c'est tout ça, j'ai envie de dire, ça participe à tout ce qu'on est en train de se dire. C'est-à-dire que comment je me rends disponible à quelqu'un si j'ai ma porte ouverte qui doit venir dans mon bureau parce qu'il a un problème à gérer qu'il n'arrive pas à gérer tout seul, ou comment je suis disponible à mon ado de 16 ans qui a une question. Et ben en fait, c'est la même chose. Comment je me rends disponible? Je pose la question, je ne donne pas de solution forcément. Mais non, mais si, je vais en donner. Mais c'est déjà, est-ce que c'est le moment pour moi? Est-ce que je suis je vais me dire, ok, là c'est important. Si je gère une équipe, oui, ça va être important. Est-ce que c'est le moment ou est-ce que ça l'est pas? Est-ce que je suis en mesure de dire, là, je peux me rendre disponible et je vais me rendre disponible à 100%. C'est-à-dire que je vais pas dire, oui, je vous écoute. Et en même temps, je fais plein d'autres trucs en même temps. Si je suis pas capable de donner cette disponibilité, dans ce cas-là, je vais dire, laissez-moi 5 minutes. Ouais, je reviens. Mais quand je reviens et que je suis disponible à 100%. Tout à fait. C'est pareil pour mon ado de 16 ans qui a besoin de moi. Je vais dire, attends, je suis en train de finir le gratin. On va manger dans 30 minutes. Tu me donnes 5 minutes et dans 5 minutes, je suis disponible à toi à 100%. Et ce sera bien plus efficace qu'à moitié. Exactement. Donc ça, par exemple, c'est une compétence douce, mais qui s'apprend. C'est vrai. Qui s'apprend parce que plus je vais le faire, on va me dire, oui, c'est bien mignon de se dire, tu vas apprendre à être disponible, faut faire comment? Faut faire comme ça. Oh bah ok, je vais le faire. Si tu le fais sans y croire et que tu le fais pas vraiment et que tu le fais une fois par semaine, ça ne va pas marcher. Il va falloir que tu te dises chaque fois que l'opportunité se présente à moi d'être disponible, si j'ai besoin de travailler là-dessus, et ben chaque fois qu'elle va se présenter, je vais travailler dessus. Je vais ouvrir les écouteurs, je vais dire ok, je vais faire ça. Peut-être que je vais réussir, peut-être que je vais pas réussir. Et en fin de journée, je vais me dire est-ce que j'ai réussi à être disponible? Oui. Cette fois non, j'ai pas réussi à être disponible. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ah, j'aurais pu faire ça. Ok. Et en fait, je vais venir me donner du feedback et m'auto-coacher finalement. Ce que j'allais dire, hein. Alors il y en a qui pourraient dire, moi ce que je me dis, qu'on est beaucoup dans notre analyse, qu'on fait un travail sur soi, qu'il y a beaucoup de prise de conscience, c'est vrai, ça peut être fatigant, on peut le voir comme ça, mais en même temps le jeu ouvre la chandelle, parce que derrière il y a quand même, je pense que on rentre dans un flot dans notre vie, non? Il y a quelque chose comme ça qui vient le jeu en vaut la chandelle. Tu vois, par exemple, j'ai fini des coachings récemment où les sujets c'était la communication. Et les personnes qui sont sorties de ces coachings-là, elles m'ont dit, mais
mais c'est super parce que maintenant, c'est quand même beaucoup plus doux la vie. Ouais. Parce que du moment que tu apprends à prendre cette hauteur, à prendre ce temps pour toi, à te re-questionner, à remettre de la lumière là où tu dis comment il faut faire, je sais pas. Mais derrière, toi, tu te dis, ça t'ouvre en fait une nouvelle porte où tu te dis, ah mais en fait, je suis pas obligée de souffrir en fait dans la communication. Oui, ça Je suis pas obligée de pacifie. souffrir, exactement. Je suis pas obligée de. Le conflit, c'est quoi? C'est si on tient tous les. Moi, je pense à des chiens qui tiennent leur os et qui se battent tous les deux. Si je laisse l'os et que je dis, ok, il veut l'os, qu'ils le prennent. Je parle beaucoup en images. Et que là, moi, je me dis, alors, il avait peut-être plus besoin de moi que l'os. Et que moi, il va voir que je suis là et j'ai plus besoin de l'os. La personne va dire, mais pourquoi t'as pas envie de l'os? Parce qu'en fait, est-ce qu'on peut pas juste se regarder gentiment et aller faire un jeu avec une balle? Là, je parle de chien. Enfin, garde ton os, mais on peut jouer aussi à la baballe. On va pas se battre. Ce n'est pas un. Ouais, t'enlèves le rapport de force. T'enlèves le rapport de force. Et justement, souvent, je dis, qu'est-ce que tu as à gagner dans ce rapport-là? C'est-à-dire que toi, tu vas montrer à l'autre que tu maîtrises. Et toi, tu maîtrises tes émotions. Tu maîtrises ton stress. Donc, tu peux inspirer en plus l'autre. Exact. T'es modélisant. Modélisant. Ouais. Un enseignant, malgré toi, sans être moralisateur, tu devrais faire comme moi, blabla. Voilà. Montrer par l'exemple, c'est ce qu'on nous enseigne un peu pour ce qu'on doit être nous en tant que parents pour les enfants. Exact. Donc, montrer par l'exemple que toi, tu arrives à réguler, que tu arrives à lâcher prise. Donc, ça peut être possible, même quand on part de très très loin. Oui, ça se travaille. Ça se travaille. Alors, j'avais deux dernières petites questions. J'aimerais bien que tu me dises quand même quelques mots. J'ai vu que tu accompagnais de manière individuelle des jeunes avec un spectre ou non autistique et tu les accompagnais sur l'affirmation de soi. Oui, alors ça, je l'ai fait individuellement et je l'ai fait collectivement, surtout en théâtre ou surtout en projet, parce qu'on avait je pense à ça, mais on avait aussi des projets de théâtre. J'ai travaillé avec la Belle Scène Formation, où on accompagnait des jeunes au plateau de théâtre avec les outils du théâtre, où ils devaient créer des scènes pour valoriser leur apprentissage. Je parle pas du tout de prisme autistique là, mais effectivement je peux accompagner des jeunes même dans le cadre de mes activités qui peuvent avoir un prisme autistique, et dans ces cas-là les accompagner sur l'affirmation d'eux, ça va surtout être les faire prendre conscience en fait de tous ces outils qui sont à leur disposition, de qu'est-ce que ça va être une communication, qu'est-ce que ça va être regarder quelqu'un, qu'est-ce que ça va être prendre la parole, et en fait tout doucement qui s'emparent de ces outils et qu'ils essayent dans la bienveillance, dans l'écoute. Et petit à petit, en fait, ça va les aider à entrer en lien, parce que souvent, ça peut être ça la souffrance pour eux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal à rentrer en lien parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes. Et le fait de leur faire percevoir les codes, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un me dit ça. Alors, avec toute la difficulté de l'adolescence, où l'adolescence est quand même un moment, je trouve, très violent dans la communication et dans les codes. Tu pourrais peut-être faire des formations pour aider les parents à mieux supporter le quotidien avec des ados. Oh là là, ouais. Je pense que ça intéresserait tout le monde. Oui, mais c'est dur parce qu'en plus c'est hormonal, donc en fait il y a des choses dont on est tributaire, eux-mêmes sont tributaires de ça. Eux-mêmes subissent. Et en fait quand ils le subissent, quand c'est les montagnes russes à l'intérieur, on est en dérégulation totale et on n'arrive pas à réguler nous-mêmes. Donc nous en tant que parents, effectivement là on digresse un peu, mais en tant que parents, moi je pense souvent, enfin moi je le vis aussi en tant que maman, c'est de laisser passer la montagne émotionnelle et d'y revenir tranquillement après. Mais c'est un sacré cap, parce que là, quand moi je parle de régulation émotionnelle dans la communication, là, avec des jeunes qui sont complètement terrassés par tout ça, ça passe, ça monte, ça descend, c'est les montagnes russes, c'est quand même très dur. Et moi, et ce que je me dis souvent, c'est ne pas lâcher le lien. Et des fois, en fait, ce qui est important dans ce lien, c'est-à-dire que quand c'est trop, c'est peut-être aussi lâcher. Et dire ok, on y reviendra après, mais on lâche pas pour autant. On y reviendra après en disant bon, écoute, j'ai bien vu que ça allait pas, est-ce que tu veux qu'on en parle? Non, ok, mais je reste là, je reste présent. C'est moi ce qui m'inquiète toujours. Alors là, en plus, je passe au-delà de ma casquette de coach et de formatrice, c'est de couper le lien, c'est de comment rester toujours en lien pour aussi entretenir en fait la bienveillance et l'empathie, qui est un truc hyper important à emmener après. Tu vois, je trouve que ça m'amène à ma dernière question. C'est le pouvoir du silence. Et on a un petit peu parlé tout à l'heure. Je voulais quand même vraiment conclure là-dessus parce que moi, à titre personnel, je vis ça ces dernières semaines. J'apprends aussi le pouvoir du silence et
et qu'on peut aussi être en lien avec quelqu'un dans le silence de par ta présence, parce que dans ta présence et ton silence, en fait, tu montres aussi, tu vois, dans le cas par exemple d'un conflit, que toi, tu es là, tu es solide, en fait, et que tu rentres pas dans le jeu des émotions, tu vois. Et je pense, je sais pas si ça se ressent même, tu vois, si on peut aller dans l'univers de l'énergie, tu vois, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Je voulais savoir si déjà c'est quelque chose sur lequel vous travaillez quand tu es acteur, metteur en scène et tout, le pouvoir du silence. Et enfin, toi, de quelle manière tu l'as expérimenté? Qu'est-ce que tu en conclus en fait sur le silence? J'adore ce sujet du silence Ah, parce que je suis tout le temps en train d'en parler à mes élèves ah, au cours Florent. ok. Euh, alors, je vais en parler de deux façons. Le Oui. silence au plateau, en général, quand on n'accepte pas le silence au plateau, c'est parce qu'on a peur du silence, parce qu'on a peur de moins produire. Hmm. Et des fois, on produit, mais en fait, la machine, elle produit sans penser vraiment à ce qu'elle produit. Donc pas très efficace. Donc, c'est pas efficace. Euh, et il se passe tellement de choses dans le silence, parce qu'on parlait de 90% de communication non verbale. En fait, la première chose à faire peut-être avec ce silence, c'est de se dire, faut pas que j'en ai peur. Alors moi, j'aime pas parler en négation, parce que le Hmm. cerveau n'entend pas la C'est négation. vrai. Donc, il faut accueillir le silence. Et il Ouais. faut, c'est une injonction. Et je n'aime pas les injonctions non Ouais, mais je plus. pense que de temps en temps, les injonctions. Accueillir le silence, ça va être aussi faire une pause. Faire une pause et dire voilà, j'accueille ce silence, parce que moi, j'ai pas grand-chose à dire, ou l'autre n'a rien à dire, mais je vais juste être présent. Hmm. Je vais juste être là. Hmm. Au théâtre, quand il y a du silence, pour moi, c'est les moments les plus magiques. C'est vrai. Ah ouais, parce que les acteurs sont juste là. Alors moi, alors au théâtre, quand il y a du silence dans une pièce de théâtre, oui, c'est super parce que c'est mis en scène, c'est pensé. Oui. Au théâtre, quand j'accompagne mes élèves et quand je les vois juste où un silence s'installe, c'est là qu'il y a plein de pépites qui jaillissent parce qu'il y a plein de choses qui arrivent auxquelles on n'avait pas pensé. Parce que quand on parle plus, il y a tout le reste qui arrive, il y a tout le corps, il y a tout le geste, tu vois, tu parlais d'énergie et moi je suis quelqu'un de très kinesthésique, donc j'ai aussi besoin vachement d'expérimenter les choses, les matières, de sentir en fait les personnes pour les comprendre, pour entrer en empathie et pour ensuite trouver le juste mot, le juste langage. Et le silence pour ça est une vraie force au théâtre pour ces raisons-là. Parce que moi je suis professeur d'improvisation, Oui. d'interprétation, d'improvisation au théâtre. Euh, et nous, notre objectif dans l'improvisation théâtrale, c'est d'amener les élèves à créer des spectacles, à créer des longues formes, à créer un spectacle qu'on pourrait voir au théâtre et se dire, mais en fait, ce spectacle n'a pas été écrit, il vient d'être écrit sur le moment. Et Hmm. donc, pour réussir à écrire une histoire, c'est fondamental de se connecter à ce silence et à cet espace, en fait, entre les gens, à cette écoute Hmm. fine pour pouvoir avancer ensemble et pour justement connecter au juste endroit. Hmm. Et dans le cadre de la communication, plus dans la formation et le coaching et dans la communication interpersonnelle, le silence, il est hyper important justement pour rentrer aussi dans cette écoute active, d'écouter tout ce que l'autre a à me dire, de pas forcément finir ses phrases, de pas forcément répondre ou parler pour lui dire j'ai compris. Alors, effectivement, la reformulation est fondamentale, mais ça, ce serait un autre sujet Hmm. encore, puisque là, on est dans le silence. Mais c'est de lui laisser cet espace-là. Nous, par exemple, quand on est coach, le silence est fondamental. Il faut laisser le silence se faire justement pour être à l'écoute et laisser la place à la personne, au client qu'on a en face de nous, d'exprimer des choses qu'il exprime, qui vont émerger en fait de ce calme qu'on laisse. Effectivement, si on le reboucle sur quand quelqu'un est en tempête émotionnelle intérieure, des fois on n'a pas de réponse à l'émotion de l'autre pour la simple et bonne raison que c'est son émotion et que moi je n'ai pas de moyens d'agir dessus. Je ne Hmm. parle pas forcément des petits enfants qui Hmm. ne sont pas encore matures émotionnellement. Donc nous, on va avoir un rôle pour les aider à Hmm. réguler. Mais en fait, quand tu es face à quelqu'un, la maturité émotionnelle, c'est a priori, on est mature émotionnellement à partir de 25 ans. Ah A oui. priori, c'est ça, hein, c'est Ok. tard. Hein. Mais Oh, il y en a qui l'atteignent peut-être jamais, mais. non, mais la maturité, en fait, en tout Ouais. cas, la maturité émotionnelle, dans le sens où j'arrive à la réguler moi-même. Ouais. 25 Euh, ans. ouais. Et quand je disais que je suis face à l'émotion de quelqu'un qui est en pleine tempête émotionnelle, moi je n'ai pas d'outils pour l'aider. Mon seul outil, c'est mon silence et mon écoute, mon accueil, l'accueil Et ta présence. et la présence, parce que c'est l'autre qui doit réguler son émotion. Donc moi, je vais pouvoir l'aider à réguler cette émotion
en reconnaissant son émotion, en lui disant, là, je vois, je sens, je perçois que tu es en colère parce que tu parles fort, ou je perçois que tu es triste. T'es triste? Tu pleures, tu es triste? Qu'est-ce qui te rend triste? Je sais pas, je sais pas. Et ben en fait, je vais l'aider à réguler cette émotion. Mais tout ça va venir du silence qui va me permettre cette connexion et cet espace. Ok. Et là, finalement, on arrive finalement à une communication qui est, même dans le silence, qui est plus authentique, qui est plus vraie, qui est plus sincère parce que tu es en connexion avec l'autre. Exactement. Ok. Je te remercie, Alexandra, d'être venue sur le plateau d'Artop TV pour nous parler de l'art de bien communiquer, de parler vrai et d'être authentique. Et Un ben grand avec merci. plaisir, merci.